Public d'Expo Favela, est-ce que vous êtes là? C'est magnifique. Je suis heureux de vous retrouver pour cet après-midi qui démarre sur les chapeaux de roue. Vous allez vivre un panel absolument exceptionnel du fait que, 1, la personne qui le modère est absolument magnifique et 2, les panélistes choisis pour l'occasion sont éminents et vous apporteront les réponses à vos questions les plus improbables. Je vous souhaite une excellente après-midi en compagnie de celle qu'on ne présente plus tant elle est excellente. Je vous prie, sous un tonnerre d'acclamations, de bien vouloir accueillir Hayat, notre très chère modératrice pour ce moment-là. Excellente journée à vous, je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à vous tous. Alors, vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez? Bon, très bien. Bah, écoutez, bienvenue. Merci au public d'être là. Je tiens à le remercier d'assister à cette table ronde autour de la littérature et des quartiers populaires. Le sujet, comme vous le voyez, c'est « Et si la littérature était le nouveau moyen d'expression des quartiers populaires ?» Donc, je vais céder la parole aux invités. Mais avant de leur céder la parole, je voulais quand même resituer et éclaircir 2 points. Ce sont des invités, Aboubacar Sakanoko, producteur, animateur de l'émission Disons-nous les choses sur Bloc Radio. Alors, c'est un résumé très sommaire parce que, voilà, vous avez tous des parcours très, très riches. Mais là, je vais vous laisser vous présenter à votre façon, de la façon dont vous le souhaitez. Shanice Mendy, autrice de « Et si ?» Voilà. « Et si tu savais ?» Donc, autrice d'un essai autobiographique. Et Mehdi Kamali, l'auteur, le co-auteur, parce que vous avez écrit avec Dani Antonetti un roman, une fiction, qui se nomme Le Pacte de l'herbe. Voilà. Alors, vous avez des personnes qui ont une approche très différente, l'essai, le roman et le podcast. Très intéressant pour traiter d'un sujet très, très vaste, parce qu'il faudrait un séminaire, en fait, pour traiter d'un sujet pareil, sur la littérature et les quartiers populaires. Alors, moi, je voulais quand même préciser que vous êtes tous issus de quartiers populaires. Vous y êtes nés. Vous avez grandi, c'est des territoires que vous connaissez bien, que vous maîtrisez les problématiques. Et deuxième point, c'est que vous avez un ADN commun. Alors, si vous les avez lus ou vous les avez écoutés, vous saurez que c'est des auteurs qui sont très, très dynamiques. Et ce dynamisme très, 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 très communicatif et une détermination presque sans faille. Voilà, donc c'est en guise d'introduction. Là, pour le moment, je vous cède la parole et je vous laisse vous présenter dans un premier point et surtout me dire et nous dire comment vous en êtes arrivé à l'écriture ou l'écriture du rap pour Aboubacar Sakanoko et des podcasts, parce que c'est toujours le même exercice de style. Donc, je vous cède la parole. Aboubacar, à vous. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Une grande dédicace à Monsieur Guy Inchot qui est un très bon MC, et toi-même, et ainsi que tous les intervenants. Du coup, moi, j'en suis venu à l'écriture car, en vérité, je remonte même en CE2. Malheureusement, lorsqu'on a eu 7-8 ans, avec ma famille, on a eu un accident de voiture sur le périphérique, avec notre 104. Du coup, je me souviens qu'à l'époque, les ceintures de sécurité n'étaient pas obligatoires sur la banquette arrière. Et voilà, en France, on était assez... Voilà, pas très précautionneux. Enfin, après, voilà, on n'était pas dans la précaution. Et du coup, voilà, j'ai un accident de voiture avec ma famille. La voiture a fait des tonneaux et j'ai traversé le pare-brise. Du coup, je me suis retrouvé sur le périphérique. Je me suis réveillé. J'ai vu des policiers arriver. J'ai vu ma famille arriver avec des blessures sur le visage. Et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et puis c'est après que j'ai su ce qui était arrivé, que un camion nous a tamponnés et la voiture a fait des tonneaux. Et moi, je suis sorti par le pare-brise. Et du coup, pourquoi j'en viens à dire tout ceci? C'est parce que en CE2, je me souviens que tous les samedis, on faisait des rédactions avec notre prof Véronique. Et je me souviens d'avoir écrit cette histoire. J'avais 8 ans, 7 ans. Et j'ai vu les yeux de ma prof ce jour-là. Enfin, la maîtresse, elle m'a regardé comme ça. Elle s'est dit, mais comment un enfant de 7-8 ans peut écrire de telles choses? Enfin, en tout cas. Et...
Du coup, voilà, moi j'ai toujours aimé les cours de français, j'ai toujours aimé les dictées, j'ai toujours aimé tout ceci. Et puis un jour, en 96-97, j'ai été frappé par le rap. Et du coup, ben, j'ai vraiment commencé à écrire par le fait d'avoir rappé à un moment donné de ma vie, de 97 à 2015, avec différents projets, enfin, un groupe qui s'appelle du 109.1 sur Grigny et dans le 91, dans l'Essonne. Et puis un beau jour, je me suis mis à faire des podcasts. Et en fait, moi, j'aime me dire comme quoi je continue à rapper. Et avant, rapper sur 3 minutes 30, ou aujourd'hui 2 minutes 30, ou voilà. Aujourd'hui, je rappe pendant 2 heures. Dans des podcasts, dans des conférences comme celle-ci. Et du coup, je me dis qu'en vérité, je n'ai pas arrêté de rapper. Je continue à rapper car pour moi, le podcast est un très bel exercice d'écriture. Vous, Shainis, quel était en fait votre parcours très rapidement et surtout votre approche de l'écriture? Bonjour à toutes et à tous, merci beaucoup d'être là. Merci pour l'organisation, merci Hayet et merci à vous deux. Alors moi, du coup, c'est Shanice, je viens de la banlieue sud de Rouen, dans une ville qui s'appelle Quevilly. Pour les fans de foot, c'est 2 finales de Coupe de France, dont on est très fiers. Aujourd'hui, je suis productrice. Je travaille notamment pour Nike et je produis des documentaires sur le côté. Du coup, j'ai écrit un livre que moi, je qualifie pas comme autobiographique. Pour moi, c'est un essai sur l'identité. Peut-être que c'est un peu l'humilité aussi qui parle, mais évidemment, je pars de mes anecdotes personnelles et des observations que j'ai de la société française, mais le but, en tout cas, de cet écrit, c'est plus de partir de soi pour raconter l'universel. Et j'aime bien dire que c'est un tout petit bout des mémoires de France et qu'il faut vous tous pour les compléter. J'étais pas du tout destinée à l'écriture. Alors, j'ai toujours adoré l'école. Vraiment, c'était mon environnement. J'ai toujours adoré, mais j'ai jamais su ce que je voulais faire. Et surtout, en français, on écrivait des rédactions comme toi, mais c'est pas quelque chose qui me touchait particulièrement d'écrire. J'étais plus côté scientifique d'ailleurs. J'ai fait un bac S, donc voilà, l'écriture pour moi c'était pas ni un exutoire ni quelque chose qui me servait. Je pense que c'est aussi parce que j'avais pas de représentation de jeunes femmes noires qui écrivent. Et donc quand on n'a pas de représentation quand on est jeune, on se dit parfois que c'est pas pour nous. Donc moi, j'étais pas du tout destinée à écrire. Quand Bakary de Face Cachée, mon éditeur et cofondateur de la maison d'édition, m'a approché pour écrire, j'ai rigolé. Je lui ai dit non, parce que je me sentais pas légitime. Pour moi, le livre, c'était un support prétentieux. J'ai changé d'avis. Et encore une fois, je pense que c'était juste parce que j'avais pas de représentation, parce que dans cette société, quand une femme, elle fait, on lui dit qu'elle est trop. Et donc je pense que j'avais tout ça dans ma tête. Et puis en fait, j'ai commencé à poser sur le papier parce que Bakary a poussé un peu. Avec lui, on débattait beaucoup en fait de la société dans laquelle on vit. Et donc on avait des observations chacun. J'ai commencé à les écrire. En fait, j'ai adoré. J'ai adoré écrire. Aujourd'hui, je considère que c'était un temps hyper privilégié que j'ai eu dans ma vie et que je chéris beaucoup aujourd'hui. J'ai appris beaucoup sur moi, sur les autres, et ce que le livre me fait vivre, notamment aujourd'hui encore, avoir l'occasion d'échanger avec vous. C'est assez incroyable, donc je vous le souhaite très fort. On a besoin de toutes les histoires. Voilà. Merci. Bonjour à toutes et à toutes. Merci pour toute l'organisation et la possibilité de pouvoir s'exprimer. Moi, je vais essayer de résumer rapidement et condenser ma vie. Je suis né à Gennevilliers. Mes parents ont déménagé dans le sud de la France. J'avais 6 mois. Je pense que j'ai eu beaucoup de chance dans ma vie. Il y a beaucoup de paramètres, je vais vous en expliquer. J'aurais dû, après, j'étais sportif de haut niveau aussi. J'aurais dû faire le STAPS pour être prof de gym. J'étais pris à Lumini à la faculté de Marseille, mais je suis arrivé une semaine en retard. Et donc, je me suis retrouvé au chômage au mois de novembre. Et donc là, au mois de novembre, qu'est-ce qu'on fait? J'ai des copains qui végètent. Je me suis dit, ouais, je ne veux pas appartenir à ça. Je veux vraiment... Et le sport m'a apporté ça, ce désir de se surpasser.
Et j'ai prospecté un petit peu partout, dans l'entreprise où je suis actuellement. Je suis rentré en tant que maître nageur, et je vais accélérer tout, et je suis directeur des hôtels de luxe depuis 20 ans dans cette entreprise, et depuis 20 ans, je suis directeur dans ces hôtels-là, et ça m'a permis de découvrir le monde, de différentes cultures. Et pour condenser un petit peu, je peux dire qu'avec les valeurs qu'on m'a inculquées de là où je viens, ça a toujours été mon passeport pour découvrir les autres cultures. Et en manageant des équipes de 400, 500 personnes, j'ai toujours gardé ce passeport de valeurs que m'avaient inculqué mes parents. Et c'est vraiment une transmission universelle avec les valeurs comme le respect de l'autre, le respect de la culture, l'humilité, essayer de rester humble. Et ça m'a permis de manager des équipes en Chine, au Brésil, en Thaïlande, en Grèce. Enfin, vraiment, j'ai eu la chance de beaucoup voyager. Mais si je dois porter un message aujourd'hui, c'est qu'il faut croire en soi. Il faut se dire, ben voilà, on a des valeurs que nous ont inculquées nos parents. Et ben c'est un passeport pour le monde. Et comment tu en es venu à l'écriture? Et comment j'en suis? Parce que justement, de rencontres, quand je suis rentré ma première fois dans cette entreprise, il y avait mon colocataire de chambre qui était d'Aubervilliers. Et je me suis inspiré de son histoire. Ce jeune d'Aubervilliers qui arrive là aussi par hasard comme moi, qui a un parcours différent, un petit peu plus en bordure enfin, en 2 mots, le juge lui a dit soit vous trouvez du travail, soit vous allez en prison à Fleury. Donc lui aussi, il a trouvé ce boulot-là et on se retrouve colocataire. Et en 2 mots, cette personne-là, maintenant, il a gravi les échelons, il est parti de la plonge dans un restaurant, après il a fait... et il s'est retrouvé par hasard, dans ce domaine où nous étions, à ramasser ce qu'on appelle ball keeper, c'est ramasser les balles au golf. Et il s'est passionné par le golf, et il est actuellement, depuis 20 ans, pro de golf PGA, ça veut dire c'est vraiment la carte de professionnel, à Marbella, au Country Club de Marbella. Et je me suis inspiré de cette histoire pour en faire un roman. Et le point commun que nous avons tous, c'est à partir du moment où je me suis mis à écrire, c'était vraiment l'Everest pour moi, parce que je n'ai pas un niveau scolaire exemplaire, on va dire. Mais je me suis passionné de la littérature et je l'ai coécrit avec une journaliste, parce que justement, de mes voyages, ça m'a permis de rencontrer des gens fabuleux. Et donc, tous les jours, j'écris. J'ai écrit déjà un 2e roman qui va sortir en septembre ou octobre. Et je termine le 3e bientôt. On ne t'arrête plus. On ne m'arrête plus parce que c'est une passion libre. Tout le monde peut exercer la littérature. Enfin, je pense qu'il faut décomplexer. Il faut se décomplexer par rapport à ça. Je suis autodidacte, j'ai un niveau scolaire très basique. On m'aurait dit, il y a 20 ans, 30 ans, tu vas écrire un livre. Et c'est vrai que quand j'ai eu le projet, c'était quand même l'Everest. Je me dis, ouais, écrire un livre, why not? Eh bien, c'est pas grave. Le fait de coécrire, le fait d'exprimer du vécu que j'ai eu moi, parce que ça m'a quelque part permis aussi d'évacuer des choses que j'avais envie de dire, et peut-être sous le couvert du livre, ça me permet d'exprimer aussi. De par ma posture de directeur d'hôtel dans ces hôtels de luxe, je ne peux pas me permettre par rapport à l'entreprise. En revanche, sur la littérature, ça m'a permis de passer aussi des messages. Alors, ce n'est pas une biographie, mais il y a beaucoup de choses personnelles qui sont dedans. Et toi, Aboubacar, tu parlais un moment, lorsqu'on a conversé ensemble, d'écriture viscérale, que parfois, tu te réveillais en pleine nuit pour écrire. Alors, c'est très rare. Donc, j'aimerais que tu nous racontes un peu comment cette envie d'écrire viscérale te prenait pour rédiger soit tes textes de rap, soit écrire pour toi. Parce que tu songes aussi également à écrire une autobiographie. C'est bien ça? C'est ça. En fait, je pense que l'écriture est une maladie. C'est une pathologie. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. C'est-à-dire que lorsque je me suis mis à écrire en 97, à écrire des textes de rap, mais avec des rimes, je me suis beaucoup intéressé à ce qu'on appelle aujourd'hui la multisyllabique. Donc, je me suis mis à faire des jeux de mots, à me casser la tête. Donc, il se trouve que lorsque je m'allongeais, j'avais des rimes en tête qui me venaient. Donc, j'étais obligé de dormir avec un stylo et une feuille, parce que sinon, c'était pas possible. Donc, du coup, j'ai dû faire un combat contre moi-même, de boxer, parce que bon, à mes heures perdues aussi, je fais pas mal de boxe, enfin, en tout cas dans des salles d'entraînement.
Et je me suis dit, boxe-toi et arrête. Donc j'ai dû me réprimer, enfin un grand travail sur moi pour me réprimer et réprimer mon inspiration. Parce que c'était trop, c'était un peu trop. Et là même, je vous le dis, même aujourd'hui, actuellement, je suis arrivé à un équilibre. C'est-à-dire, j'arrive à ouvrir les vannes quand il le faut et les fermer quand il le faut. Parce que sinon, je peux passer des journées à écrire, des journées à penser. Et je me souviens être allé au Sénégal en 2005 et 2006. Et alors là, là, j'ai écrit un carnet de bord, carrément. J'ai écrit... C'était dramatique. D'ailleurs, je me souviens avoir écrit dans mon téléphone. Et ce téléphone dans lequel j'avais écrit mes premières impressions du Sénégal, je l'ai oublié dans une Fnac. Et jusqu'à aujourd'hui, j'ai mal au cœur. J'ai très mal au cœur. Je suis là, j'y pense, je me dis, mais c'est pas possible. Et pour en venir à ce dont tu parlais tout à l'heure, j'ai pris la décision depuis quelques mois de me lancer dans l'écriture d'un ouvrage. En fait, depuis un moment, on m'en parle. Des amis à Grigny m'en parlent, parce que moi j'ai grandi à Grigny, la Grande Borne, qui malheureusement est l'une des villes les plus pauvres de France. Je suis arrivé en 81, avec mes parents. Jusqu'en 2013, j'y habitais. Voilà, moi ce que je veux, c'est un espèce d'essai autobiographique. J'ai commencé à rédiger les chapitres. Mais encore une fois, je me réprime, parce que je sais que si je commence à me mettre à explorer, ou en tout cas à écrire, je ne vais plus m'arrêter. Et comme nous tous, on a trop de choses à faire. Donc du coup, je me calme et je me dis qu'au mois d'août, lorsque la Terre va s'arrêter, lorsque en tout cas les gens vont s'arrêter d'être dans toute cette frénésie-là, parce que c'est pour ça que j'aime beaucoup le mois d'août. Tout s'arrête. Tout le monde s'arrête. Tout le monde... du coup, là, je vais me concentrer dessus et je vais vraiment... voilà. Être davantage dans l'introspection. C'est ça. Il va s'appeler Grigny avec 3 points de suspension. Ah, c'est toute une affaire. C'est un peu comme Si tu savais, avec 3 points de suspension. En fait, vous avez des titres qui sont tournés vers les autres, que ce soit l'émission Disons-nous les choses, Si tu savais et Le Pacte, où c'est toujours un lien avec les autres. Et ce qui est commun à vous trois, c'est quand même ce sens du collectif, ce sens du nous, qui, à travers des belles rencontres, parce que vous en avez fait, qui vous ont poussé, qui vous ont stimulé, qui vous ont fait réfléchir également. Et j'ai relevé quelques extraits, notamment, Shanice, vous dites, vers la fin, je pense que c'est la conclusion, c'était juste une photo d'un temps, d'une société, pour vous dire qu'on est trop grand pour se faire petit. Donc toujours le collectif. Vous finissez, même comme vous disiez tout à l'heure, que ça touche universel, parce que vous voulez toucher les femmes, il y a cet esprit de sororité, mais aussi à l'être humain. Et donc il y a ce nous collectif qui est prégnant tout au long du livre. Le pacte, on sent cette amitié entre Stéphane Payet et Franck qui est très très forte, malgré la différence de classe sociale. C'est l'humain qui parle. Il y a toujours cette idée qui transparaît du nous, qui permet d'aller vers l'avant, parce qu'ils s'aident l'un l'autre. Et le nous, à travers la parole, lorsque vous invitez dans Disons-nous les choses, vous leur laissez la parole. Comme vous dites, c'est l'adage, donner un peu de visibilité à l'invisible, aux invisibles. Et vous le dites également aussi, Shanice, dans votre essai. Et il y a une parole de votre oncle paternel. C'est une émission que vous m'aviez envoyée, que j'ai écoutée et que j'ai beaucoup appréciée, sur rendre hommage aux ascendants, rendre hommage également à la mémoire et rendre hommage à la transmission, parce que c'est ce qui transparaît. Vous voulez tous transmettre quelque chose de positif, une énergie positive. Et votre oncle paternel dit une chose, cite un proverbe africain qui dit « Si tu veux aller seul, va seul. Si tu veux aller vite, va seul. Mais si tu veux aller loin, marchons ensemble. » Et je trouve que c'est plein de sagesse. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de cet esprit du collectif ? Je peux en parler parce que je pense que seul on fait rien. Il faut avant d'avoir peut-être confiance en soi, il faut avoir confiance en l'autre. Et les voyages, par exemple, me concernant, c'est-à-dire on va toujours vers l'inconnu. J'ai tenu des hôtels, par exemple, en Chine, avec 98% de clientèle et d'équipes chinoises. On arrive vraiment, c'est comme l'émission Bienvenue en Terre Inconnue. Eh bien, c'est pas grave, il faut avoir confiance en l'autre. Il faut parfois aussi
cette petite carapace qu'on a, de dire, ben voilà, on fait confiance à l'autre. Et le fait de faire confiance à l'autre, on est toujours, en tout cas, j'ai toujours été très surpris du retour de cette confiance. Et c'est pour ça que le fait de cohabiter nous permet aussi de co-construire. Il faut penser à co. Et pour revenir, je rejoins ce que tu dis, le fait d'écrire ton bouquin, par exemple, ton histoire, elle est fantastique. Si tu n'arrives pas à l'écrire seul, fais-le avec quelqu'un. Moi, j'ai appelé une journaliste qui s'est portée volontaire, en plus qui m'a challengé, parce que peut-être sans elle, je ne l'aurais pas fait. En me disant, bon, on le fait quand? On commence quand? Quand est-ce qu'on termine? Et c'était mon premier public, en fin de compte. Et on se sous-estime parfois, et le fait d'avoir écrit les 4 premières pages, de les envoyer, ah, c'est intéressant, j'attends la suite, c'est ça aussi. Et l'énergie crée le mouvement. Exactement. Comme je te disais, tu aurais été au 19e siècle, tu aurais écrit dans les journaux feuilletons, un peu comme Zola et Balzac, où on attend effectivement la suite à chaque chapitre. Il y a cette effervescence et ce partage qui transparaît dans ton roman. Et c'est idem pour l'essai de Chanis. Et lorsqu'on écoute les podcasts, et pas que, même lorsque tu es interviewé, que ce soit le Sherman ou bien d'autres. Récemment, j'ai écouté À bout de souffle, qui est aussi une très très belle émission podcast, où là, le partage, le regard de l'autre vous fait révéler, vous fait transcender. Voilà, c'est le terme. Je vous laisse la parole sur le collectif et le nous. Ouais, très bonne question. Je te rejoins sur la confiance en soi. Après, moi, j'ai toujours eu du mal quand on me disait « aie confiance en toi », parce que c'est pas quelque chose de très inné, je trouve. En tout cas, chez moi, ça ne l'a jamais trop été. Et du coup, je dis dans mon livre que si on n'a pas... Enfin, c'est toujours plus facile d'avoir confiance aux autres qu'en nous-mêmes. Moi, par exemple, pour avoir confiance en moi, j'ai confiance en Dieu, c'est plus facile. Mais ça peut être avoir confiance très fort en ses amis, en sa famille. Et du coup, c'est là où je rejoins ta question sur le collectif. Moi, je viens pas d'un milieu privilégié et il était très modeste. Mais je pense que j'ai eu le plus grand privilège du monde qui est d'être un bébé aimé. J'ai été aimée par mes 2 parents, je les ai vus s'aimer, j'ai 2 petites sœurs, j'ai une grande famille aussi, donc je pense que c'est le plus grand privilège, l'amour. Pareil, c'est pas forcément inné, je pense que ça fait partie de la chance, et on peut se construire, je crois, sa famille aussi, dans la sororité, mais pas que. Ça peut être par les rencontres qu'on fait, par le biais du travail, ou par le biais des assos, ou aujourd'hui. Moi, quand j'étais petite aussi, on me disait ne fais pas de business avec tes amis ou ne crée pas avec ta famille. Je pense que c'est pas vrai. Je pense qu'on n'a qu'une vie aussi, ça va très vite. Et quand on croit très fort en l'autre, là aussi je te rejoins, et en ceux qu'on aime, finalement, on arrive quand même à faire plein de choses. Donc, faut juste beaucoup s'écouter aussi et avoir confiance en l'autre. Boubacar, il y a aussi également tout le passé associatif que vous avez qui a renforcé énormément les liens et qui a pu vous donner à tous cette confiance. Et si tu peux nous en dire un mot, parce que je sais que tu es encore dans l'associatif. Pour rebondir sur la confiance en soi, après je répondrai à tout ceci. Il y a peu, je me suis rendu compte, j'étais en train de discuter avec des amis, et d'autres amis discutaient. Et ces autres amis discutaient de moi. Donc du coup, en fait, j'ai retrouvé une amie qui, à un moment donné, j'ai discuté avec ses collègues, elle a discuté de moi avec d'autres collègues à moi. Et du coup, je l'entendais comme ça, discrètement, dire comme quoi, lui, il y a 20 ans, lorsqu'il était dans ses projets associatifs et ses projets artistiques, il avait confiance en lui. Et en fait, c'est elle qui m'a fait me rendre compte que j'avais confiance en moi il y a 20 ans. La chose, c'est que moi, je sais ce que j'ai au fond de moi. Je sais que tantôt j'en ai pas forcément, mais je sais que j'ai toujours été de ceux qui, à un moment donné, foncent. C'est-à-dire s'en vont, essaient de créer des synergies, parce que aussi, moi je suis issu d'une famille sénégalaise à Grigny, et à un moment donné, je suis l'aîné de ma famille. Puis on m'a donné des responsabilités, on m'a dit, bon, toi, tu dois faire ci, tu dois faire ça, tu dois réveiller tes petits frères et sœurs à tel moment. Et je rebondis sur l'amour. Moi, j'estime que ma mère, c'est la femme la plus gentille du monde. Elle m'a donné tellement d'amour qu'en réalité, je crois que c'est ça qui m'a donné cette confiance inconsciente que j'ai en moi.
Et il est vrai que je suis dans le milieu associatif depuis 98. Donc du coup, c'est un milieu que je connais tout particulièrement. Et c'est pour ça que lors des émissions podcast, les premières personnes qu'on a décidé de mettre en avant, c'est vraiment les gens du milieu associatif, car j'estime qu'ils travaillent beaucoup dans l'ombre. Et ne demandent même pas, en tout cas, il y a 10-15 ans, ils ne demandaient même pas à être visibles. Et nous, on a vraiment décidé de rendre visible l'invisible. Donc le milieu associatif, le milieu entrepreneurial, le milieu sportif, et voilà, disons-nous les choses, et Bloc Out Radio, c'est ça, c'est rendre visible l'invisible. Et tu as cité un lyrics, un lyrics de son livre, où à la fin, elle termine par « on ». En fait, on a tellement grandi dans le « on » et le « nous » et dans notre éducation collective qu'on ne sait faire autrement. Souvent, je prends en exemple le Wu-Tang. Voilà, c'est le collectif qui a primé, ensuite les individualités par la suite. Nous, on a grandi dans cette espèce d'éducation collective. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal au cœur pour la nouvelle génération qui ne connaît pas forcément cette ambiance dans laquelle on a grandi. C'est-à-dire ces ambiances des quartiers où il y avait... Moi, je sais qu'à la Grande Borne, il y avait 2 sorties. Et la deuxième sortie donnait sur des espaces verts. Les mamans venaient, elles mettaient des draps. Et chacun venait avec des plats. Je me souviens de ma tante Zara, paix à son âme, qui venait avec du poisson frit. J'en ai parlé à ses fils il n'y a pas longtemps. J'ai dit, je m'en souviens, c'est en 87, 86. Les gens venaient, les portes étaient ouvertes. C'est-à-dire que les poignées, elles étaient à l'extérieur. Donc les gens pouvaient rentrer chez les gens et s'asseoir. Et j'avais mon oncle MZ qui disait « Il est où le tchèb ?» Il s'assoit, il dit « Il est où le tchèb ?» Tu vois, c'est une toute autre époque, mais qu'on a connue et que je suis content qu'on ait connue et que je pense qu'il faut recréer en fait. L'éducation collective, il faut la recréer. Il est urgent qu'on la recrée, selon moi. Alors, je ne vais pas m'engager sur cette conversation parce qu'on serait un peu en marge, mais très intéressante effectivement sur la transmission. Là, je voulais quand même rentrer dans le vif du sujet. Justement, la question, c'était est-ce que c'est le nouveau moyen d'expression des quartiers populaires. Alors moi, la question, c'est l'adjectif nouveau. Pourquoi nouveau ? Vous ne pensez pas qu'auparavant, il y avait déjà cette expression, la littérature était occupée aussi par les quartiers populaires ? Vous avez 4 heures. Donc, est-ce que vous pensez que ce n'était pas occupé par d'autres comme Feizagen, qui avait un peu ouvert le bal pour les femmes, par d'autres, parce qu'on a tendance à penser quartier populaire équivalent issu immigration, alors que quartier populaire, vous avez des auteurs comme Annie Ernaux, comme Édouard Louis, comme Didier Héribon, qui viennent de quartiers populaires et qui ont cheminé, ce qu'on appelle plus communément dans la littérature les transfuges de classe. Est-ce que les enfants issus des quartiers populaires et de l'immigration ont-ils peut-être plus de mal à faire entendre leur voix ? Moi, je pense qu'il n'y a rien de nouveau là-dedans. Je pense qu'on a toujours écrit et qu'on est probablement les plus belles plumes. C'est juste qu'on n'a peut-être pas les circuits qui correspondent à la mise en avant et du coup à la représentation. Mais je pense que c'est pas nouveau l'écriture dans les quartiers populaires, loin de là. Donc je pense que c'est juste essayer de se créer des circuits et utiliser ceux qui marchent, ceux qui fonctionnent. Il y a plein de petites maisons indépendantes qui sont super, à qui il faudrait donner de la force par exemple. Et puis il y a plein d'auteurs, notamment Bala Fofana qui est un auteur exceptionnel, qui a réussi à éditer chez Seuil. Donc il y en a, c'est juste, ils sont bien là, mais ils ne sont pas assez visibles. Oui, ou alors ils sont invisibilisés, mais ça c'est une autre question. Voilà, donc il y a un côté un peu ostracisé dans le système de l'édition. Évidemment, mais comme en fait, c'est même pas que le système de l'édition, c'est juste la société, quoi. Il y a toujours des gens en marge qu'on n'a pas envie de trop entendre. Voilà, ça fait partie de ça. Ouais, on peut donner des exemples. On parlait le graphe, on a tous graffé à un moment, enfin je sais pas, mais c'est devenu du street art. La mode d'être en basket, c'est devenu la Fashion Week. Donc il faut désacraliser un petit peu ces choses-là.
Et le hip-hop, c'était une niche à un certain moment. Et à partir du moment où les gens se sont autoproduits, eh ben, ça a cassé un peu et ça a fait rentrer toute cette musique dans les radios et autres. Donc je pense qu'il faut y croire. Quand on parle de nouveaux moyens d'expression, ce que tu disais, ça a toujours été un moyen d'expression. Mais maintenant, on peut se permettre d'être en auto-édition, on peut se permettre de pouvoir s'exprimer via les réseaux sociaux ou via Internet. Je suis en auto-édition, moi j'ai fait sur Amazon. Oui, c'est une troisième voie en fait, finalement. C'est pour ça qu'il faut, je pense, désacraliser ces choses-là. On se dit toujours, on veut mettre la littérature dans une boîte. On se dit, bon, on est chez Bernard Pivot. Alors que la littérature, non, c'est un moyen d'expression. Et quand je vois le festival de la littérature urbaine qu'a monté Freddy, ben voilà, c'est super. Mais ça désacralise la chose. Et on se dit, ben, why not? Et ben, on va pouvoir s'exprimer aussi par rapport à des moments comme celui-ci, des festivals de la littérature urbaine comme cela. S'approprier, c'est voilà, il y a une pardon. Non, c'est pas une appropriation, c'est simplement se dire voilà, on sort des schémas qu'on se fait en disant bon, la littérature ou la musique ou l'art, ça appartient à tel ou tel. Alors que non, c'est un moyen d'expression, c'est un moyen de s'exprimer et on peut se permettre maintenant de pouvoir s'exprimer librement en auto-édition, quoi. C'est ce que tu racontes un peu dans ton roman, où finalement, c'est le milieu du golf, un milieu très élitiste. Et finalement, ton héros veut créer des ponts entre justement les classes sociales que tu nommes défavorisées, des classes populaires, et le milieu du golf, où en fait cette caste, parce qu'on peut parler de caste, est très réticente. Et tout le travail, c'est de créer des ponts, en fait. Et c'est ce que aussi tu dis. Tu es là aussi, à un moment, tu cites, c'est de créer des ponts. Idem pour Boubacar. Vous avez aussi cette envie de créer des ponts entre les mondes, entre deux classes, entre les systèmes de pensée. Oui, bah, créer des ponts, clairement, ça évite l'entre-soi déjà. Et je pense que chacun, dans ce qu'on est, on les crée tous les jours. C'est marrant parce que je parlais de ça hier avec une copine de Londres qui est venue hier, et qui reste le week-end. Et elle me disait, c'est fou parce que en France, vous avez tous une origine. Et nous, Français, on se dit qu'à Londres, c'est pareil. Mais en fait, c'est pas pareil. C'était la première fois qu'elle rencontrait une franco-malgache, par exemple. C'est hyper divers. Après, c'est aussi parce que la France est allée mettre son nez partout. Mais le mal est fait, donc prenons-le et on en fait du bien maintenant. Pour rebondir sur ta question initiale, à un moment donné, Freddy m'a contacté avec d'autres. D'ailleurs, même Monsieur Audry de Cosmonaute, très bon podcast, big up à lui. Je les ai invités sur un Disons-nous les choses. Et je me suis dit, le seul moyen d'intéresser, en tout cas, parce que bon, je me suis intéressé au monde du net il y a quelques temps, je me suis dit, bon, il faut avoir des titres un peu accrocheurs. Et malheureusement, le titre, en tout cas, il a eu les effets escomptés. Donc, c'est très borderline, le titre de l'émission dans laquelle je les ai invités. C'est « Si tu veux cacher quelque chose à un noir ou un maghrébin, mets-le dans un livre ». Du coup, j'ai mis ce titre-là. Du coup, ça a pris. Voilà, ça a pris, mais moi, j'essaie d'avoir des titres accrocheurs. Désolé de m'excuser, en tout cas, je m'en excuse, mais quoi qu'il en soit. Mais en tout cas, ça a permis que les gens rentrent dans cette émission pour vraiment capter le thème. Le thème, c'est la littérature dans les quartiers. Est-ce que les gens des quartiers lisent assez? Et force est de constater qu'en vérité, depuis des années, il y a des auteurs. Depuis des années, il y a des gens qui écrivent. Mais les médias, en tout cas, préfèrent s'intéresser à tout ce que... Voilà, les fantasmes que génèrent les quartiers. Et là, tout à l'heure, tu parlais de hip-hop. Il y a un certain nombre de gens dans le hip-hop aujourd'hui qui se sont mis à écrire des livres. Calbo d'Arsenic, qui a écrit son livre il y a quelque temps, qui en a écrit un deuxième. Il y a Driver, Si j'étais là, plus un autre aussi ouvrage qu'il a créé, Manuquet, Rossé, Mystique, Cynique. Donc là, on en arrive à cette époque où, ça y est, cet objet qu'est le livre, tout à l'heure tu parlais du fait que c'est un objet sacré, il est toujours sacré et il faut qu'on rentre par ce canal.
pour élargir aussi, comment dire, la portée, en tout cas pour que le message ait une plus grande portée au niveau de différentes couches sociales. Et on sait que le livre, il a un caractère sacré en France, en Europe. C'est un pays de grands lecteurs, un pays de grands auteurs. Mais il y en a aussi dans les quartiers, de très très grands auteurs. En fait, c'est de sortir. Chanis cite les carcans sociétaux, c'est ça? Et c'est une expression que j'ai retenue parce que je trouve que c'est toute l'idée de pouvoir s'approprier son récit, sa narration, et pouvoir aussi son imaginaire, parce que l'idée est qu'on puisse se représenter par soi-même plus que d'être représenté et être figé dans des stéréotypes. C'est bien ça, ce que j'ai bien compris. Moi, ce que je voulais vous poser comme question, c'est ce que peut apporter la littérature issue des quartiers populaires dans le champ littéraire actuel. Quelle est la plus-value que cette littérature peut apporter? Une expérience de vie, que les gens s'expriment par rapport soit à l'imaginaire, c'est-à-dire faire un roman ou créer un conte ou autre, ou parler de ce qu'on a envie d'exprimer, de son quotidien, de sa vie, de sa façon, de ses émotions. C'est une forme de thérapie aussi, hein, c'est une forme de thérapie. Donc ça permet aussi de mettre des émotions sur papier et de les faire, et de les jeter dans l'univers et les faire écouter à qui veut l'entendre. Ouais, je suis d'accord, c'est ouais. se connaître, se reconnaître, permettre à des nouveaux narratifs d'exister, ou même s'ils ne sont pas nouveaux mais méconnus, juste d'être entendus. Qu'il le veuille ou non, on fait partie de l'histoire de France. Qu'il le veuille ou non. Et comme l'a dit Chanis tout à l'heure, vous avez mis votre nez partout, mais maintenant on met notre nez dans votre littérature. Donc c'est oui, une appropriation de sa propre histoire. Oui. Et témoigner de la mémoire collective, c'est ça. C'est ça. Très bien. Mais est-ce que vous pensez que la littérature issue des quartiers populaires est vouée être toujours engagée? Est-ce qu'elle doit toujours passer un message? Qui prétend faire du rap sans prendre position? Qui prétend faire du rap sans prendre position? Ça me fait penser à ça, ta question. Moi, je dirais oui, parce que je pense qu'on est malheureusement pas dans une époque dans laquelle on peut ne pas être engagé. Ça me paraît trop dangereux. Après, c'est ma conviction personnelle, mais elle est très grande. Je pense que c'est pas non plus sur le dos des quartiers populaires que de le faire. Je pense que c'est déjà à la classe politique d'être vraiment engagée pour une société plus juste, mais je pense pas qu'on puisse être neutre, vouloir la paix dans le monde dans lequel on vit. Il est bien trop compliqué. Voilà. Je me dis qu'en termes de production littéraire, on est dans les prémices là. Et dans ces prémices, en vérité, je pense que il faut forcément des messages. Il faut forcément qu'on se dévoile. Donc, dans un premier temps, selon moi, oui. Dans un premier temps, qui va durer longtemps. Parce qu'il faut vraiment qu'on se raconte et qu'on raconte les similitudes que les gens des quartiers populaires ont avec les autres classes sociales. Raconter nos spécificités culturelles. Il faut vraiment qu'on le raconte. Même si ça se raconte à travers différents domaines. Hein. Aujourd'hui, à travers les stand-up, à travers l'humour, à travers des films. Parce qu'il y a des films qui sont sortis il y a quelques années, comme Indigène, comme d'autres films où, en tout cas, des vécus se sont racontés. Mais moi, je pense que même celui qui ne prend pas position, prend position. En ne prenant pas position, tu prends position. Donc, en tout cas, voilà, dans un premier temps, on est, j'allais dire forcé, on n'est jamais forcé mais quoi qu'il en soit, il faut. Mais alors, je vais me faire l'avocat du diable. Le fait de toujours traiter des mêmes sujets, est-ce que, à force, la littérature issue de ces quartiers populaires ne risque-t-elle pas d'être caricaturale? C'est pas les mêmes sujets, justement. Tout dépend qui s'exprime. Si on veut parler du four au quartier, c'est ce qu'on voit dans les journaux, c'est ce qu'on voit tout le temps. Mais dans un quartier, dans un quartier populaire, il n'y a pas que ça.
il y a la mère de famille, il y a le père, il y a enfin, il y a pas que ça. On met le projecteur là-dessus, mais dans les quartiers populaires, c'est une ville. Et dans cette ville, il y a c'est 10 000 habitants. Et dans ces 10 000 habitants, il y a 10 façons de penser. Peut-être pas être le porte-drapeau, mais en tout cas, le fait de s'exprimer. Mais je dirais même que le gars qui est dans le four, il faudrait qu'il écrive son livre sur la manière dont fonctionne un four, pourquoi il est dedans, rentrer dans toutes les spécificités, parce que on a tendance à pointer du doigt, même nous, les gens des quartiers populaires, on se dit mais pourquoi ce petit est assis sur une chaise quechua à faire le vendeur et à inscrire sur un tableau, oui, nous on vend ça à tel prix, et derrière il y a toute une, comment dire, il y a toute une... Il y a plein de conséquences, enfin en tout cas il y a plein de données derrière tout ça. Famille monoparentale souvent, des problèmes psychologiques. Il faudrait même que voilà, ces jeunes même qui soient là dans les fours, écris ton livre pour nous exprimer pourquoi tu es là, pourquoi tu fais ci, pourquoi tu fais ça. Et après, au risque de choquer, c'est un commerce. Les gars qui sont patrons de four, c'est des, comme dirait un ami à moi, Mbeko, ce sont des PDG carrément. Parce qu'en vérité, les mecs arrivent à gérer des coins de rue sans comptabilité écrite. Ils se font même il y a des mercatos entre villes, entre des gars qui viennent et qui repartent. Il y a un service RH, il y a un service comptabilité. Les gars sont des vrais commerçants en vérité, mais dans l'illicite. Entrepreneurs. Ouais, c'est des entrepreneurs, c'est des vrais entrepreneurs. Les gars arrivent à gérer des coins de rue, des bâtiments entiers, mais c'est impressionnant. Et les mecs se font des sommes. Mais bien sûr, je ne fais pas de l'apologie de tout ceci. Je dis juste des faits. Et voilà, essayer de voir les choses sous un autre prisme. Et que tout ceci soit écrit, ça serait pas mal. Mais sans en faire l'apologie, bien sûr. Faut pas... Justement, je sais que dans ton parcours, tu as mené des ateliers d'écriture. Il me semble, au Sénégal, si j'ai bien entendu tes podcasts, et également à Grigny, me semble-t-il, ou dans le cadre parce que tu as plusieurs casquettes, tu as été animateur, médiateur, et là, tu travailles davantage dans l'insertion, c'est bien ça. Et dans ce cadre-là, tu as mené des ateliers d'écriture. Comment tu as abordé, en fait, ces ateliers ? En fait, voilà, depuis 20 ans, je mets des ateliers d'écriture, notamment par rapport aux textes de rap. Et après, autres aussi, des ateliers d'écriture de textes poétiques, dans différentes structures, dans différentes villes. Depuis, j'en fais un peu moins. J'ai créé une entité qui s'appelle Transmission 91, à travers laquelle on donne des ateliers de débat mouvants dans différentes structures, que ce soit des structures sociales, que ce soit des écoles, des collèges, des lycées, et du coup sur différentes thématiques qui touchent la jeunesse et les populations moins jeunes aussi. Et du coup, la deuxième action qu'on développe avec Transmission 91 aussi, c'est le fait d'initier, faire des ateliers d'initiation aux émissions podcast. Parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le podcast est très en vogue. Lorsque nous avons commencé il y a 10 ans, on n'appelait pas ça des émissions podcast. On appelait ça juste des émissions. On était à Grigny, on a notre grand qui s'appelle Tonton nous a fourni du matériel et on a commencé comme ça. Et du coup, voilà, c'est les activités que je peux mener avec Transmission 91. Et bien sûr que lorsqu'on initie aux débats mouvants ou aux émissions podcast, on passe par une phase d'écriture. Et d'où le fait que cette phase d'écriture est très intéressante. Et avec les jeunes, on essaie de les pousser vraiment dans leur dernier retranchement. C'est-à-dire, il y a des sujets sur le four, on en parle, tu vois, sur est-ce que vous pensez que le trafic, en tout cas le dealer ou le gars qui trafique, est-ce que vous êtes pour ou contre? On pose des questions assez évidentes, mais ça permet d'avoir des réponses assez franches. Et on s'est rendu compte aussi que depuis le Covid, la jeunesse mondiale, je pense, a besoin de s'exprimer. Et il n'y a toujours pas d'études qui ont été faites sur leur état psychologique jusqu'à aujourd'hui. Et on le voit. On a souvent des thématiques récurrentes telles que les rixes interquartiers. Il se trouve que les rixes interquartiers ont bien explosé en 2020. Ça coïncide avec le moment du Covid et du confinement. Et moi qui suis issu de l'Essonne, c'est le département où il y a le plus de rixes. Plus de 300 jusqu'à ce jour.
Justement, si dans votre entourage, des personnes veulent se lancer dans la littérature, écrire en fait, quel que soit le support, le genre littéraire, quel serait le conseil? Alors, pour vous avoir bien lu chez Inès, à un moment, vous dites j'ai l'impression d'avoir construit un bout de moi en écrivant ce livre. Faites ça si ça crie à l'intérieur de vous. Alors, est-ce que vous pouvez nous en toucher un mot? Tu peux nous en toucher un mot? Comme je l'ai dit au début, je pense que c'est vraiment... En tout cas, pour moi, ça a été une chance de juste me retrouver avec moi-même. On dit toujours qu'on n'a pas le temps. On n'a surtout pas le temps pour nous. Et je considère qu'écrire, c'est prendre le temps pour soi. Donc, j'ai écrit un bout de moi-même qui n'existait pas en faisant ça. Et après, un conseil... Je pense que c'est juste prenez un stylo et écrivez, quoi. J'ai pas de conseil particulier parce que on est chacun différent, ça va nous toucher différemment. La manière dont on écrit, c'est différent. Je pourrais pas dire faut écrire tous les jours un peu ou je sais pas. Moi, j'ai un cerveau un peu mathématique, donc oui, je me posais tous les jours pour écrire un peu, même 3 mots, même 3 phrases. Mais ça a marché pour moi, peut-être que ça ne marchera pas pour vous, donc je crois que je ne me permettrai pas de donner un conseil particulier. D'ailleurs, tu as mis beaucoup de temps à te mettre à l'écriture. Tu as beaucoup cogité. Oui. Voilà. Ouais, et ça, c'est sûr. Voilà. Pour qui, pourquoi? C'est des questions que tu t'es posées face à ta propre histoire. Ouais. Tu peux nous en dire sur ce cheminement? Ouais, j'ai beaucoup cogité parce que, comme je vous l'ai dit, je me sentais pas forcément légitime. 2, je viens d'une famille très pudique. Et mon père est décédé malheureusement, donc j'avais peur de leur faire du mal ou d'être impudique ou de dévoiler des secrets de famille ou... mes grands-parents viennent de la Guinée, c'est une terre très spirituelle. Mon père est sénégalais, donc j'avais peur de ça. Bon, le livre est sorti, c'était la fierté familiale pendant un moment, donc c'était magnifique. Mais c'est sûr que je me suis posé beaucoup de questions, peut-être un peu trop. C'est peut-être ma nature aussi. J'avais envie de faire les choses bien. Après, je pense qu'il y a un moment où il faut lâcher prise parce que sinon, en tout cas pour moi, ça n'avançait pas. Toi, Mehdi, je sais que tu as foi en la jeunesse et ton message est plein d'espoir parce que la jeunesse se réinvente tous les jours. Justement, la question sur le nouveau moyen d'expression des quartiers populaires, c'est ce changement, cet espoir que ça évolue et que ça aille dans le sens de la représentativité. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'écriture et si dans ton entourage, tu as des jeunes ou des moins jeunes qui veulent se mettre à l'écriture à la suite de la lecture de ton livre? Non, je leur dis, il faut le faire. Enfin, j'ai un moment, il ne faut pas avoir peur du regard des autres. Parce que moi, quand j'ai commencé à écrire, je dis, mais tu te prends pour qui? C'est-à-dire qu'on est parfois nous-mêmes notre frein. Je dis, mais qu'est-ce qu'on va penser de moi? Il faut casser un peu ces codes, il faut le faire. Il faut faire les choses et après, on les jette, comme je disais, à l'univers et puis on verra bien. Après, voilà, c'est pas grave, on l'a fait. Et on se plante, c'est pas grave. De toute façon, on le fait pas pour... on le fait. Il faut, quoi que ça soit la littérature, que ça soit pour tout. Moi, je travaille beaucoup avec des jeunes. J'avais fait les choses. Plantez-vous, tant mieux. C'est superbe de se planter. Au contraire. Si on reste dans une zone de confort dont on sait ce qu'on fait, et c'est pour ça, moi, je manage des grosses équipes, et c'est ce message-là que je prône au quotidien. Allez-y, prenez des risques. Prenez des risques. On a des standards dans mon activité hôtelière. Oui, ok. Cassez un peu les frontières. Qu'est-ce que vous allez apporter comme valeur ajoutée aux choses? C'est quoi votre valeur ajoutée? Il faut déjà pousser, moi en tant que manager, c'est pousser. Vous n'avez peut-être pas confiance en vous, moi j'ai confiance en vous et c'est pour ça que vous êtes là. Il faut toujours. Après, c'est moins quartier populaire, moi je suis dans l'hôtellerie du haut de gamme, mais c'est pas grave, il y a de tout. Tu connais ces territoires, en fait, et parfois la réticence à pouvoir se mettre en avant et cette légitimité. Alors, c'est pour ça que c'est par rapport à une certaine maturité que je suis plus dans la transmission maintenant. J'aurais peut-être pas eu ce discours il y a 20 ans. Mais maintenant que j'ai, avec les voyages, avec le côté culturel, avec les expériences, et c'est aussi l'effet Covid, c'est-à-dire
On a besoin d'écrire. Moi, j'écrivais beaucoup. J'ai toujours aimé écrire. J'écrivais des chansons, j'ai fait un album. Mais il faut faire les choses. On y pense, on y va. C'est pas que aux autres. Fais les choses. Et ensuite réfléchir. Et après, on verra. Et si tu te plantes, tant mieux. C'est vraiment s'approprier la littérature et donner sa voix et donner du visible à l'invisible. C'est bien ça l'adage d'Aboubacar. Exactement. Moi, ce que je me dirais, parce que moi, j'ai pas encore écrit. Hein, donc, vous êtes. Tu as déjà écrit le rap, écrire tes émissions, c'est déjà quelque part un exercice de style. Oui, si je regroupais tout ça dans un livre, oui, ça ferait pas mal de pages. Mais ouais, moi, ce que je dirais, c'est partir de soi. Comme tu disais aussi tout à l'heure, celui qui a besoin d'aide, qui n'hésite pas. Parce que j'ai tendance à dire qu'on est ensemble ou on n'est rien. Il y a des gens qui ne se trouvent pas légitimes à écrire des livres. Mais en vérité, même des fois, je propose de certaines personnes de venir sur des plateaux, pas que le mien, mais sur d'autres plateaux. Ils me disent, non, mais qui suis-je? Je leur dis, mais personne n'est personne, tout le monde est quelqu'un. Il faut arrêter de mettre des êtres humains au-dessus d'autres êtres humains. On est tous quelqu'un et on a tous quelque chose à raconter et à écrire. Avant de céder la parole au public, juste si vous pouvez faire un point de votre actualité et de vos projets. C'est de la parole. J'allais dire ladies first, moi je vais prendre la... je prends la parole, alors ça je réfléchis en même temps. Non, mais moi je garde mon activité professionnelle, mais au niveau de l'écriture, non, j'attaque mon 3e livre là. Et voilà, le 2e va sortir bientôt et c'est génial. Et vivement le 4e, le 5e. Et je me réjouis de lire ton livre. Et tu vas t'engager maintenant de faire ton livre. Voilà, c'est ça la littérature. Engage-toi, voilà. On est tous, il y a 50 témoins. On attend tous ton livre. J'ai peur. J'ai peur. Et toi, Chaïdis, ton actualité, tes projets? Alors moi, ça bouge beaucoup toujours. Donc, je travaille pour Nike au quotidien. J'ai un prochain documentaire qui devrait sortir en début de l'année prochaine. Un cours de fiction que ma réal préférée est en train d'écrire, donc qu'il faudra produire l'année prochaine aussi. Je fais du vitrail de mes petites mains aussi, les vitraux que vous voyez dans les églises, je les restaure. Quoi d'autre? Pas de livre. Là, je crois que j'ai... Pas de roman, pas de poésie? Non, en tout cas pas pour l'instant. Tu t'engages pas, non? Tu veux pas t'engager? Non, à écrire un livre. Je te laisse, le faire. Le challenge. Écoutez, merci, vraiment merci beaucoup. Et je cède la parole au public. Si vous avez des questions, je vous en prie. Après, ça peut être à la collégiale. Là, ça va mieux? Oui. Moi, j'ai vu de la lumière, donc je suis entrée. Donc, je ne suis ni écrivaine, ni quoi que ce soit, mais je suis très intéressée par ce sujet. Alors, j'ai entendu beaucoup de choses et j'ai essayé de tout prendre et de ne rien... J'ai entendu Covid, j'ai entendu état psychologique des jeunes, j'ai entendu thérapie, j'ai entendu confiance en soi. Et moi, ma question... Enfin, c'est pas une question d'ailleurs. Ça vient, c'est pas réfléchi, ça se tourne vers les jeunes. Alors, les jeunes, on est à une période où il y a les résultats du bac, notamment. Et dans mon entourage proche et puis d'autres parents, hein, mes enfants sont grands maintenant, il y a ceux qui sortent positifs de tout ça et il y a certains jeunes pour diverses raisons et notamment parce qu'ils vont pas bien, comme j'ai entendu chez donc Aboubacar Sakanoko. Tous ces jeunes qui vont mal, moi je trouve qu'ils vont vraiment pas bien par rapport à nous, où l'époque des portes ouvertes était là, donc on allait chez les gens, on échangeait, on se voyait, il y avait une vie.
Et l'écriture, moi je n'écris pas tout petit peu pour moi, mais je pense que ça peut être une thérapie. Qu'est-ce que vous pourriez dire, pas de conseils, mais qu'est-ce que vous pourriez dire à un gamin de 17 ans, 18 ans, une gamine de 17 ans, 18 ans, qui est complètement perdue avec le rapport scolaire, avec le rapport à la vie. Ce sont des jeunes qui sont en général assez renfermés par rapport à nos générations ou à nous, où quand même il y avait un peu une vision vers l'extérieur. Qu'est-ce que vous pourriez leur dire pour peut-être, pourquoi pas, mettre noir sur blanc ce cri du cœur, ces choses qui vont pas, enfin tout ce mal-être, parce que nous, humains, nous, parents, nous, oncles, tantes, bref, on est les plus mal placés pour essayer de les tirer vers ça. Qu'est-ce que vous avez 18 ans, et qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour essayer de faire en sorte que peut-être ils vont essayer de gagner en confiance en eux, essayer d'aller peut-être un peu moins mal, mettre tout ce qu'ils ont, la rage qu'ils ont dans le ventre et toutes les problématiques sur papier, parce que je pense que vraiment c'est quelque chose qui est important. Mais qu'est-ce que, voilà, moi je suis une transmettrice, qu'est-ce que vous pouvez me dire que je pourrais dire à ces jeunes-là en termes très simples et sans philosophie aucune, hein. Moi, alors je vais prendre la parole. Je vais dire qu'il faut se servir de ça. Alors, il faut s'en servir à bon escient. C'est-à-dire qu'il ne faut pas s'informer, il ne faut pas toujours... Ah, il faut que je parle à votre... Non, je vais lui demander de filmer, parce que je vais transmettre... Ah, voilà. Oui, hein. Non, je pense qu'il faut se servir de cet outil à bon escient. Il ne faut pas s'enfermer à cause de ça. Il faut s'en servir pour pouvoir s'exprimer. Un jeune pourrait peut-être mettre ses émotions, des mots à son mal-être, qu'il fasse un recording, qu'il fasse un chat GPT, qu'il fasse... En tout cas, ça va pouvoir mettre des mots sur une émotion. Il va pouvoir s'exprimer. Et à partir du moment où il va sortir ça, déjà, il n'aura plus en lui, il va la sortir. Et après, s'il veut la diffuser à l'univers, s'il veut échanger, ne serait-ce qu'autour de lui, ça lui permettra de sortir, d'exorciser un petit peu, je ne sais pas si le mot est bon, mais voilà, de mettre des mots sur une émotion. Donc il faut se servir de ça, voilà, on sait qu'on vit avec ça maintenant, mais il ne faut pas s'enfermer à cause de ça. Il faut s'exprimer à cause de ça, grâce à ça. Merci. Voilà, si j'ai essayé de... C'est une très bonne question, merci. Moi, je dirais, entourez-vous pour faire. Cherchez une deuxième famille, cherchez une deuxième communauté, cherchez des gens qui vous parlent, qui vous touchent, créez. Juste faites. Et après, je ne sais pas si c'est une bonne réponse, mais comment je vais dire ça? Comme ça sort. Je pense que malheureusement, on s'en sortira pas sans révolution là. C'est un peu triste, mais je pense que c'est vraiment le cas. On a quand même eu des dénis de démocratie, on les a tous les jours, donc c'est normal que la jeunesse n'aille pas bien. Je pense que c'est à nous, aînés, de faire. La génération 2000, là, ils feront pas pour nous, hein. C'est trop grave, je pense, qu'ils subissent. Donc, on s'en sortira pas sans être ensemble et sans aller dans la rue. Voilà. Merci. Je voudrais quand même le troisième avis, pardon. D'accord, ok. Nous, il y a à peine 2 semaines, on a enregistré une émission, disons-nous les choses, aller consulter un psy, et c'est toujours un sujet tabou, notamment dans les quartiers. Et du coup, j'ai fait des recherches, j'ai cherché des psys. Je suis tombé sur des psys, hein, des gars qui... un certain monsieur Diagana qui est entraîneur de football américain et qui a un master 2 en psychologie. Un autre, pareil, Bantou Kouvo, qui, pareil, est éducateur spécialisé, éducateur sportif et un master 1 en psychologie. Et voilà, j'ai invité aussi un ami à moi qui s'appelle Niaki, qui, lui, avant, était drépanocytaire. Il s'en est sorti, mais il a été dépendant de médicaments pendant un certain moment. Et du coup, il consulte toujours un psy aujourd'hui. Et pareil, j'ai invité aussi un autre ami qui carrément s'est livré sur son expérience dans sa famille. Moi, je dirais à des jeunes d'aller consulter des psys. Parce que franchement, comme dirait un de mes grands qui s'appelle Tonton, il faut trouver quelqu'un à qui on déverse, à qui on dit des choses
sans que cette personne le juge. Et tonton, il me dit ça souvent. Il me dit, trouve quelqu'un à qui tu parles, à qui tu t'extériorises. Sinon, voilà, on peut tomber malade, on peut avoir des ulcères, on peut avoir voilà, pas mal de maladies cardiaques et autres. Donc, je les invite vraiment à écrire aussi. Parce que moi, je me suis rendu compte qu'écrire, c'est vraiment une thérapie. Écrire ce qu'on ressent, écrire sa vie, retranscrire. Et franchement, je suis un jour avoir écrit je ne sais combien de lyrics. Et à un moment donné, j'ai eu une bouffée d'air. Et je me suis rendu compte que vraiment, écrire, c'est vraiment extérioriser. Merci beaucoup. Le mot de la fin, je tiens à vous remercier. Je tiens à vous remercier également le public d'avoir été là. Excuse-moi. Lisez-les, écoutez-les, parce que c'est un booster de... Vous m'entendez ? Ouais, c'est un booster d'enthousiasme et d'énergie. Je voudrais juste rajouter une chose. Disons les choses, nous sommes dans une campagne de levée de fonds. Voilà, dans cette campagne de levée de fonds, on tient à ce que le peuple, les gens contribuent. Vous pouvez aller sur le lien Ulule, disons-nous les choses. Ça nous aidera à continuer à dire les choses, à créer notre studio, à créer notre site internet et d'autres choses. Et là, au loin, j'observe un média que je suis qui s'appelle La Suite Média. Et des big up à cette personne parce que franchement, elle fait un très gros travail. Et merci à tous. Et écrivons, lisons et partageons.